الله غايتنا والرسول زعيمنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. Cette devise n'est pas celle de l'État islamique, mais celle des frères musulmans. Une confrérie secrète fondée en Égypte et présente en Europe depuis le début des années 60. Son objectif, l'islamisation du monde. ومعنى هذا أن الإسلام سيعود إلى أوروبا مرة أخرى. L'objectif, c'est qu'à terme, le puzzle du califat islamique soit par la suite recomposé. L'idéologie qu'ils ont créée, on la retrouve dans tous les groupes salafistes, dans tous les groupes djihadistes. Des frères musulmans, il y en a aussi chez nous, en Belgique, à Verviers et à Molenbeek. Pas très nombreux, ils sont connus pour être assez actifs. Qui sont-ils? Que veulent-ils? Pour le savoir, nous avons mené l'enquête. Les journalistes de la RTBF t'ont refusé de façon leur rencontre. Oui, je leur avais déjà dit bonjour. Mais les frères musulmans n'aiment pas s'afficher. Alors pour décoder et comprendre, nous avons été à la rencontre de 3 anciens frères musulmans. Ils vont nous révéler les dessous de cette confrérie secrète. D'abord, il y a les 10 piliers de l'allégeance, parmi lesquels on trouve le 4e dans l'ordre, c'est le djihad armé, c'est pas rien. En Belgique, la sûreté de l'État les surveille depuis les années 80. Ils sont dangereux par les idées qu'ils véhiculent et le fait donc que ces idées ne sont pas adaptées à nos valeurs démocratiques. Pour certains, leurs discours et leurs idées auraient contribué à préparer le terrain aux recruteurs salafistes djihadistes. Ah oui, ils ont participé à mettre le feu à la plaine. Daesh aujourd'hui récolte les fruits d'un travail qui en partie a été fait pendant des années par les frères musulmans. Minoritaires au sein de la communauté musulmane, les frères musulmans ne sont certainement pas les seuls responsables. Sont-ils réellement dangereux pour notre démocratie et notre sécurité? Enquête au cœur d'une nébuleuse inquiétante et mystérieuse. Charleroi, février 2016. La première foire musulmane organisée en Wallonie s'ouvre sur fond de polémique. Des conférenciers sulfureux, voire interdits, et des organisateurs soupçonnés d'être des frères musulmans. C'est ici que nous décidons de commencer notre enquête. Nous avons été clairs avec les organisateurs. Ce qui nous intéresse, ce sont les frères musulmans. Et apparemment, avec ce thème, nous ne sommes pas les bienvenus. Ça permettrait que je me pose devant. La presse faudra attendre un petit moment. Ça va? Merci à vous. Le cadre dans lequel vous voulez faire votre reportage me dérange. Ça, c'est une certitude. Mais Ayoub Lamreni, co-organisateur de l'événement, va malgré tout nous laisser entrer. Il va même accepter de jouer le guide. Selon lui, l'objectif de la foire est d'œuvrer pour le vivre ensemble. Voilà, vous avez par exemple des dates, des petites choses tout à fait normales, je veux dire qui font partie du quotidien des musulmans. Vous avez aussi des librairies qui vendent donc toute une série d'ouvrages tout à fait ouverts à tout public. Nous avons examiné les stands de près. À l'étalage de certains d'entre eux, de nombreux ouvrages salafistes prônant une pratique rigoriste. Les grands idéologues de l'islam politique et ceux qui justifient le djihad armé sont là, disposés entre les produits de beauté et les articles vestimentaires. Côté conférence, c'est la même tendance. Parmi les invités, Abou Zaïd El-Mokri, un orateur controversé pour ses propos antisémites ou négationnistes. الغرب المنافق الذي يركع لليهود ويخاف من اليهود ويسجد لليهود ويقدس الهولوكوست ويعتبر رقم 6000 حقيقة مطلقة وكل الديانات ممكن أن تناقش. Ce jour-là, cet individu n'aura pas l'occasion de répandre son fiel. La ville a pris un arrêté interdisant sa prise de parole. Pourquoi inviter ce genre de personnage quand on affirme œuvrer pour le vivre ensemble? Du côté des organisateurs, on semble jouer les innocents.
Nous n'avons été qu'informés bien après sa déprogrammation de ces quelques éléments rapportés à son sujet. Donc vous n'étiez pas au courant au moment de l'inviter qu'il tenait ce genre de propos? Non, tout à fait. Donc ce sont des propos qui n'étaient effectivement pas connus du grand public. Ils sont ressortis et nous ne savons pas à l'heure actuelle juger de ces propos parce que nous ne les avons même pas encore entendus. Les organisateurs sont-ils vraiment naïfs? Ignorent-ils le pédigré de leurs invités? Abou Zaïd El Mokri est un député d'un parti islamiste marocain apparenté aux frères musulmans. Pour cette journaliste qui enquête depuis des années sur le sujet, il n'y a aucun doute, les organisateurs de la foire sont de la même mouvance. La Muslim Expo est la première tentative, à mon avis, des frères musulmans de s'implanter dans la région de Charleroi. Donc jusqu'à présent, on connaissait très bien leur foyer leur présence à Bruxelles, à Verviers, pour ce qui concerne la partie francophone du pays. Mais là, c'est vraiment une offensive majeure vers le pays de Charleroi. Les organisateurs de la Muslim Expo réfutent avec force cette étiquette de frères musulmans. Leur discours est bien rodé et cette réponse, nous allons encore l'entendre au cours de notre enquête. Ce que je dis, ce que je répète, si les frères musulmans, ça se résout ou ça se réduit à la fraternité, eh bien, nous sommes effectivement des frères musulmans. Mais si les frères musulmans supposent une mouvance idéologique, nébuleuse, etc., à laquelle nous appartiendrons, eh bien, nous disons stop. Et je pense que l'étiquette de frères musulmans est trop souvent collée à celles et ceux qu'on ne peut pas ranger dans d'autres catégories. Les frères musulmans tentent-ils véritablement une incursion à Charleroi? Qui sont-ils réellement? Quel est l'objectif de cette organisation islamiste d'origine égyptienne présente dans plus de 80 pays à travers le monde? Pour eux, l'objectif, c'est de réislamiser la société par le haut, c'est-à-dire à partir de la conquête du pouvoir politique, de faire en sorte que la législation soit conforme avec la charia, avec le droit issu des textes sacrés, et non pas avec le droit positif inspiré des diverses constitutions et législations européennes. Faire régner la charia, conquérir le pouvoir, les mêmes objectifs que l'État islamique. Qu'est-ce qui différencie la confrérie égyptienne du groupe terroriste? Pour comprendre, il faut remonter l'histoire. La confrérie des frères musulmans est née en Égypte en 1928, 4 ans après la chute du califat ottoman. À cette époque, l'Égypte est sous influence britannique. Hassan al-Banna, un jeune instituteur, rêve de libérer son pays de la domination laïque occidentale en islamisant la société égyptienne. Il détaille sa méthode dans un manifeste publié en 1936. Il va considérer que l'islam n'est pas simplement une religion au sens strict du terme, mais un système global. C'est une religion certes, mais un système politique, philosophique, une manière de penser et également une manière d'agir. C'est un programme islamique et c'est un programme totalitaire où vraiment la société est entièrement mise sous surveillance. Si elle déroge à la radicalité de la loi islamique, elle doit être punie très sévèrement. C'est l'interdiction de toute mixité dans la société. À moyen terme, la volonté des frères, c'est la reconstitution de ce califat islamique. Hassan al-Banna rêve de rétablir un califat, un État sous l'autorité d'un descendant du prophète, régi par des règles islamiques. Pour y arriver, il propose une stratégie par étapes. Il faut d'abord islamiser l'individu, puis la famille, le peuple, avant l'instauration d'un gouvernement islamiste au niveau local, puis international. L'objectif à très long terme, c'est-à-dire l'islamisation du monde, est une sorte d'idéal. Ils savent très bien que ce n'est pas quelque chose qu'ils réussiront à obtenir et à créer à l'échelle d'une vie humaine. Ça peut prendre 50 ans, ça peut prendre 100 ans, ça peut prendre des centaines d'années. Mais dans le logiciel frériste, on a le temps. Dans les années 30, un des obstacles au rétablissement du califat, c'est le risque de voir s'établir en Palestine un État juif. Financé par les nazis et donc influencé par leur antisémitisme,
Une milice djihadiste composée de 1000 à 2000 personnes est créée vers 1938. Une branche paramilitaire secrète pour, entre autres, combattre le projet de création de l'État d'Israël. Il y a eu une lune de miel assez longue entre le nazisme et les frères musulmans. À l'origine même de la structure frériste, les nazis vont financer le premier appareil secret des frères musulmans, l'appareil secret étant l'appareil clandestin et terroriste de la confrérie, qui a toujours existé. En Égypte, le roi Farouk est renversé par Gamal Abdel Nasser, qui est soutenu par la confrérie. Mais une fois au pouvoir, Nasser va laisser tomber les frères musulmans et leur projet d'islamiser la société. وقابلت المرشد العام للإخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب إيه؟ أول حاجة قال لي يجب أن تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. كل واحدة تمشي. En 1954, Nasser dissout la confrérie. Saïd Qutb, figure intellectuelle des frères musulmans, est arrêté. En prison, il va écrire un livre dans lequel il légitime le djihad offensif. Il sera condamné à mort. Il est considéré aujourd'hui comme un des théoriciens du djihadisme contemporain. En islam, on ne peut faire le djihad que lorsque l'islam est attaqué. Saïd Qutb va dire non. Tant que la charia n'est pas appliquée dans le monde entier, eh bien, c'est une infraction, c'est quelque chose que nous devons réparer. Et donc, il autorise le djihad offensif. Plusieurs groupes terroristes sont nés de la matrice des frères musulmans, comme Al-Qaïda, dont un des emblèmes est très semblable à celui des frères musulmans. Certains fondateurs d'Al-Qaïda ont été ou ont fréquenté, ont été des compagnons de route des frères musulmans. L'idéologie qu'ils ont créée, on la retrouve dans tous les groupes salafistes, dans tous les groupes djihadistes, dans tous les groupes terroristes qui sont animés par la volonté de revanche de l'islam et d'une domination de l'islam sur le monde ou sur les régions cibles. Comment cette organisation arabe, totalitaire et djihadiste arrive-t-elle en Europe, et plus particulièrement en Belgique? Le mouvement des frères musulmans s'est répandu dans tout le Moyen-Orient dès les années 30. Mais réprimé au fil du temps, notamment en Égypte et en Syrie sous le régime de Hafez el-Assad, le père de Bachar el-Assad, certains frères musulmans se réfugient en Europe. Alors dès les années 1960, vous avez des frères musulmans originaires des pays du Maghreb ou du Levant qui viennent faire leurs études en France et vont créer, à partir des années 1970, un certain nombre de groupes de réflexion, de cellules, c'est encore embryonnaire à l'époque, qui leur permettront de construire un réseau. Les frères musulmans s'installent partout en Europe et s'organisent. La Fédération des organisations islamiques en Europe chapeaute les différentes branches européennes. À Dublin, ils installent le Conseil européen de la fatwa et de la recherche. Sa mission, émettre des avis juridiques basés sur la charia pour les musulmans d'Europe. Ce conseil est présidé par un personnage important, Youssouf al-Qaradawi, un des idéologues les plus connus et les plus controversés des frères musulmans. Chez nous, les frères musulmans vont être à l'origine du Centre islamique et culturel de Belgique, avec les Wahhabites d'Arabie Saoudite, auxquels la Belgique offre le pavillon du cinquantenaire et confie la gestion du culte. Les deux branches les plus réactionnaires de l'islam se retrouvent donc aux commandes chez nous. La présence des frères musulmans dans notre pays attire l'attention de la sûreté de l'État dès les années 80. La sûreté de l'État a été un des tout premiers services de renseignement à suivre la mouvance des frères musulmans, déjà fin des années 80, début des années 90.
Pourquoi ? Parce qu'on considérait que véhiculer ce type d'idées pouvait poser un problème et créer des problèmes de radicalisme et d'extrémisme en Belgique. On peut considérer que les activités des frères musulmans sont en fait des activités faites par une minorité de musulmans, mais qui prétend parler au nom d'une majorité silencieuse. Les premiers lieux où ils installent des mosquées sont deux villes dont on parle beaucoup aujourd'hui, Verviers et Molenbeek. Ils ont créé 2 mosquées qui existent toujours aujourd'hui, une mosquée à Verviers et une mosquée à Molenbeek. Et c'est de là qu'a diffusé l'idéologie des frères musulmans en Belgique. Une des premières mosquées qui était raccordée au Coran des frères musulmans, c'était la mosquée Al-Khalil à Molenbeek, parce que justement ces liens avec la branche syrienne des frères musulmans étaient indiscutables. Et quand on décryptait, disons, le discours sur les papiers, on retrouvait de façon relativement évidente la trace de l'idéologie qui était véhiculée par les frères musulmans. Et ces mosquées sont très importantes. Celle de Verviers draine le plus grand public en Wallonie, en tout cas pour la prière du vendredi. À Verviers, la mosquée As-Sahaba et le CECIV, complexe éducatif et culturel islamique, qui occupent le même bâtiment, sont-ils toujours sous l'influence des frères musulmans? Pour le savoir, nous décidons de nous rendre sur place pour leur poser la question. Vous êtes des journalistes, vous êtes libres. Nous, à l'intérieur, c'est un lieu de culte qu'il faut respecter. On est ouvert. Laissez-moi vos coordonnées. Je vous donnerai de toute façon un rendez-vous. Pendant que nous tentons d'obtenir un rendez-vous, arrive l'imam, Frank Amin Hench, un converti. D'après plusieurs sources, il aurait prêté allégeance à la confrérie et serait donc bien un frère musulman formé dans un institut frériste européen. Mais avec nous, l'imam ne va pas accepter d'aborder ce sujet. Les journalistes de la RTBF t'ont refusé de toute façon leur rencontre. Oui, je leur avais déjà dit bonjour. Hein? Bonjour. Madame, monsieur. Oui. Je dis normalement. Oui. Ça va, vous allez bien? Oui. Ça va bien. Ils ne veulent pas voir le comité de gestion, ils veulent voir le CECIV de toute façon. Donc, ce sont deux choses différentes. Pardon? Nous voulez-vous voir vous? Oui, je sais. Donc, si c'est pour discuter du culte, comme je l'avais dit, il n'y a pas de problème pour ces questions-là. Oui, mais d'autres questions, ben, vous voyez avec Mohamed, alors c'est lui le chef à ce niveau-là. Je vais laisser la prière, donc on a besoin de moi. D'accord. De toute façon, on va vous voir. voyez. Mais nous n'obtiendrons jamais aucune interview. Mais par téléphone, Frank Amin Hench réfutera toute appartenance ou proximité avec les frères musulmans. Pourtant, le complexe éducatif et culturel islamique est membre de la Ligue des musulmans de Belgique, affiliée à la FOI, Fédération des organisations islamiques en Europe, la branche européenne des frères musulmans. Nous n'en apprendrons pas plus. Nous aurions pourtant aimé leur demander si les frères musulmans en Belgique et en Europe suivent toujours les objectifs de Hassan al-Banna, le fondateur. L'objectif, si vous voulez, diffère d'un pays à l'autre. Vous avez certaines organisations frères musulmans dans un certain nombre de pays qui considèrent que l'objectif in fine est de créer un État islamique dans les pays dans lesquels ils évoluent. D'autres pays qui considèrent qu'il est important de mettre en place un minimum syndical islamique, c'est-à-dire un niveau minimum d'islamité en deçà duquel on ne peut pas descendre, et défendre leur identité lorsque cette identité est perçue par les frères musulmans comme étant remise en cause. Pour connaître l'objectif précis des frères musulmans pour l'Europe, nous avons été à la rencontre de 3 anciens frères musulmans. Tous les 3 avaient prêté allégeance à la confrérie. Tous les 3 y avaient des responsabilités. Aujourd'hui, Mohamed Louisi se bat avec sa plume. Il écrit pour alerter sur les activités des frères musulmans. Farid Abdelkrim. Après 15 ans chez les frères musulmans, cet islamiste est devenu humoriste. Avec de la dérision et beaucoup d'audace, il n'hésite pas à dénoncer les dangers de l'islamisme. Service sécurité, s'il vous plaît, tu ramènes la burqa. Le paradis, il ne faut pas perdre son temps, il faut y aller vite. Hein. Mais t'inquiète pas, la burqa c'est high-tech, ça vient de Taïwan. Dedans, il y en a l'écran plasma. Et il y en a les seddaïs, tu connais, c'est les canapés marocains. Toi, tu dors, les gens ils croient que tu es réveillé.
Michael Privot, un Belge converti, toujours très actif au sein de la communauté musulmane. Depuis quelques années, il a pris ses distances avec les frères musulmans, tout en y gardant quelques amis. Tous trois vont nous aider à comprendre quel est le projet réel des frères musulmans en Europe. Mohamed Louisi a passé 15 ans chez les frères musulmans. Il a fait connaissance avec la confrérie au Maroc, bien avant son arrivée en France en 1999. Mohamed a 21 ans quand il décide de venir en Europe pour étudier. C'est ici, dans cette résidence universitaire à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, qu'il est recruté par la branche française des frères musulmans, quelques jours à peine après son arrivée. Au rez-de-chaussée, donc, il y avait une salle de prière. C'était une bonne nouvelle pour moi. Et c'est là où j'ai rencontré effectivement le prédateur des frères musulmans. 3-4 jours après mon arrivée en France, donc je rencontre le premier frère musulman de France. Après cette rencontre décisive avec un recruteur, Mohamed grimpe rapidement les échelons dans l'organisation et occupe des responsabilités importantes au niveau national en tant que président des étudiants musulmans de France. Aujourd'hui, il décode. Pour lui, ce recrutement dans les universités s'inscrit bien dans un projet plus large d'islamisation de la société. Il y a une stratégie d'islamisation, islamisation de la connaissance, et cette islamisation vise l'élite musulmane. Et où est-ce qu'on va trouver l'élite musulmane? C'est dans les campus universitaires. C'est ce qu'on appelle l'islamisation par le haut. Mohamed Louisi a participé lui-même à ce projet d'islamisation par le haut, en devenant à son tour recruteur. Derrière cette porte, la salle de prière où Mohamed repérait les futurs adeptes. Il faut repérer des potentialités. La rigueur, des gens qui viennent tout le temps faire la prière, des gens un peu avec un look qui reprend un peu la barbe et compagnie. Ces gens-là, ils sont repérés, donc la personne, il rentre en contact avec eux. Et souvent, pas de manière directe. Mohamed Louisi, recruteur, nous explique comment fonctionne cette société secrète. Pour devenir un vrai frère musulman, il faut prêter un serment d'allégeance dans un rituel particulier. On est invité, soi-disant, à un dîner, et puis on a tout le staff dirigeant des frères lillois. On s'est mis debout, on s'est donné la main, et puis on répétait la formule pour l'allégeance, prenant témoin Dieu de cet engagement. وأعاهد الله أن ألتزم بواجبات الإسلام والجهاد في سبيله وأعاهد الله على احترام شروط بيعتي للإخوان المسلمين. Pour se préparer à prêter serment, les responsables lui demandent d'étudier une épître particulièrement belliqueuse de Hassan al-Banna. On y parle de djihad armé et de sacrifice. Moi, je découvre plus tard que cette épître-là n'était pas destinée aux frères musulmans lambda à l'époque d'Hassan al-Banna. Était réservée à la branche paramilitaire qui menait des actions, disons-le, terroristes très violentes. Cette épître-là est utilisée jusqu'au jour d'aujourd'hui par les frères musulmans pour préparer, pour initier les recrues pour adhérer à la confrérie. Après avoir prêté allégeance, Mohamed Louisi va avoir accès à un document secret, un programme destiné à éduquer les nouvelles recrues des frères musulmans. Au cœur de ce programme apparaît le projet d'islamisation de l'Europe. C'est un projet qui s'appelle le projet Tamkin. Et le projet Tamkin, je peux le résumer en une phrase,
c'est d'atteindre à terme le pouvoir politique, le cœur du pouvoir politique. On passe par l'étape de formation des leaders qui seraient à même, à un moment donné, d'infiltrer certaines sphères du pouvoir à l'échelle nationale comme à l'échelle européenne, pour que le puzzle du califat islamique soit par la suite facilement, on va dire, recomposé. Instaurer le califat, islamiser la société par étapes. Le projet pyramidal de Hassan al-Banna serait donc bien présent chez les frères musulmans de France. En Belgique, les frères musulmans ont-ils le même projet? Pour répondre à cette question, nous avons rencontré Michael Privot. Ce jeune converti d'origine verviétoise a été frère musulman pendant des années. Il a longtemps fréquenté la mosquée de Verviers. Aujourd'hui, il dit avoir pris ses distances et explique n'avoir jamais adhéré à l'idée d'un califat en Europe. Pour moi, prendre une distance avec eux, c'était pas une question d'idéologie parce que j'avais jamais accepté, comme point de départ déjà, cette idéologie de type, comme on disait tout à l'heure, englobante, etc. Je veux dire, moi, quand je suis entré vraiment chez les frères, ce qui m'intéressait, c'était de voir qui ils étaient, de voir comment ils travaillaient. Et l'intérêt, c'était de pouvoir travailler avec des gens qui ont une structure. Donc, c'était plus pour moi un véhicule que de me dire, ouais, j'ai envie de devenir musulman parce que le califat machin, jamais, quoi. Michael Privot a occupé de hautes responsabilités au niveau européen chez les frères musulmans. Moins alarmiste que Mohamed Louisi, il affirme que le califat n'est pas l'objectif de tous les frères musulmans en Europe. Moi, je dirais non, par rapport à mon expérience et toutes les rencontres que j'ai faites, que le gros des frères est sur une démocratie, sur l'idée d'une démocratie représentative parlementaire, avec des musulmans qui seront toujours en minorité en Europe, et ça ne va pas changer. Et puis il y en a d'autres qui vont vous parler du califat. Dans la longue interview qu'il nous a accordée, Michael Privot donne une image plutôt positive de l'action des frères musulmans chez nous. Y aurait-il des différences d'objectifs entre les différentes branches européennes des frères musulmans? Pour en savoir plus, nous décidons de contacter les responsables actuels pour la Belgique. Ils devraient se trouver à la Ligue des musulmans de Belgique, une structure officiellement affiliée à la Fédération des organisations islamiques en Europe. La LMB se situe à Bruxelles. Peut-être accepteront-ils de nous éclairer sur leurs objectifs réels. Oui, bonjour. On est bien à la Ligue des musulmans de Belgique? Il n'y a pas personne. Il n'y a personne aujourd'hui? Pas personne. Quand est-ce qu'on peut passer? Nous décidons de contacter Karim Chemlal, le vice-président de la Ligue des musulmans de Belgique. Il refuse de nous accorder une interview et s'offusque qu'on puisse associer la LMB aux frères musulmans. Dans cette interview accordée en 2013 sur le même sujet, il apparaît mal à l'aise et formule une réponse qui ressemble mot pour mot à celle que nous avons reçue à la Muslim Expo de Charleroi. On vous a accusé d'être aussi un frère musulman. On est frère en islam. Exactement. Ça c'est sûr. On est frère en islam. Réponse à donner aux journalistes qui vous posent cette question-là. Tous ceux qui sont là. Donc, je suis un frère musulman pour un autre frère musulman. Exactement. Donc il y a une fraternité. Il y a des sœurs musulmanes, des frères musulmans. Donc voilà. Donc comme réponse à ça. Le vice-président de la LMB noie le poisson. Pourtant, pour Farid Abdelkrim, cet ancien frère musulman français, il n'y a aucun doute. Il a très bien connu et fréquenté Karim Chemlal au sein de l'organisation. Alors je suis sûr pour Karim Chemlal que c'est un frère musulman. Garanti, tamponné, frérot à 1000%. Et je me suis rendu compte qu'avec les frères musulmans, on affectionnait plus l'hypocrisie institutionnalisée que le message ou que le discours franc et honnête. Le discours franc et honnête est considéré par certains comme un manque de respect, comme une tare comportementale. Et avec le temps, je me suis rendu compte que non, les mecs ils se moquent du monde. Donc, qui dit se moquer du monde, c'est se moquer des musulmans, c'est aussi se moquer de l'islam, je suis désolé. Hypocrisie, culte du secret, il y en a pourtant bien un qui parle clairement et qui ne se cache pas. C'est Youssouf Al-Qaradawi, le président du Conseil européen de la fatwa et de la recherche. Il n'a pas peur d'afficher ses ambitions pour l'Europe. ومعنى هذا أن الإسلام سيعود إلى أوروبا مرة أخرى. ربما يكون الفتح القادم إن شاء الله هو فتح الدعوة والفكر، ليس من الضروري أن يكون الفتح بالسيف.
Le discours date de 1999. Youssouf al-Qaradawi, cet Égyptien, est-il toujours une référence pour la Fédération des organisations islamiques en Europe? Nous les contactons par téléphone. Allô? Oui, bonjour. Notre interlocuteur nie tout lien avec les frères musulmans, mais confirme la référence et fait l'éloge de Youssouf al-Qaradawi. Globalement, c'est quelqu'un qui est mal connu. Pour moi, il est dans l'air du temps par rapport à la démocratie, aux valeurs universelles des droits de l'homme, aux libertés, tout ce qu'on veut, aux droits de la femme. Plein de choses comme ça, ces propos sont extraordinaires. طوال التاريخ من يؤدبهم نتيجة إفسادهم. آخر تأديب كان تأديب هتلر، ما فعل بهم وإن كان مبالغوا في الأمر ما بلغوا، ولكن استطاع أن يعني يوقفهم عند حدودهم، وكان هذا أدبا إلهيا، تأديبا إلهيا وعقابا قدريا لهؤلاء. والمرة القادمة إن شاء الله ستكون على أيدي المؤمنين. Cet antisémite, misogyne, qui justifie les attentats suicides du Hamas, est aussi recherché par Interpol pour, entre autres, incitation au meurtre. Il reste pourtant un théologien de référence pour les frères musulmans, y compris en Belgique, et son intention est bien claire, l'islamisation de l'Europe. Un projet ambitieux, mais chez nous, les frères musulmans sont ultra minoritaires. Ont-ils vraiment le pouvoir d'islamiser notre société? On avait des grands slogans comme ça, l'islam c'est la vérité, donc puisque l'islam c'est la vérité, il faut trouver tous les moyens possibles et imaginables pour faire en sorte que cette religion en France, et là je parle de la France, puisse être la religion qui va être pratiquée par le plus grand nombre. Après, on gérera notre pays en fonction des valeurs de l'islam. Et c'est tout. Mais après, quand on demande concrètement, oui, mais ça passe par quoi? On va islamiser la jeunesse. Ok, mais vous avez du mal à l'islamiser la jeunesse. Ouais, c'est vrai, mais on a grand espoir. Ok, vous avez grand espoir. C'est pas un projet politique, ça. Il y a vraiment beaucoup de branquignoles, de baltringues et de rigolos au sein de l'UOIF, je le dis. Et j'en ai fait partie. J'étais un rigolo, un branquignol et un baltringue, pour le dire comme ça rapidement. Donc voilà, il faut être sérieux. Quelle influence ces branquignols de l'islamisme pourraient-ils réellement avoir en Europe? Pour comprendre, retournons à la foire musulmane de Charleroi, où les frères musulmans sont omniprésents, contrairement à ce que veulent faire croire les organisateurs. Tout d'abord, la Ligue des musulmans de Belgique est présente avec un gigantesque stand. Le choix d'une lecture. Plus loin, G10, la société d'édition des frères musulmans français, avec entre autres les ouvrages d'Hassan al-Banna et de Youssouf al-Qaradawi. Sur ces photos, les organisateurs de la foire et notre guide, le co-organisateur, affichant la rabia, le signe de ralliement des frères musulmans. Et aujourd'hui, un peu comme la quenelle de Dieudonné, c'est devenu un identifiant qui permet de s'identifier sans que le plus grand nombre ne s'en soucie ou ne le remarque, entre eux. Voilà, donc c'est évidemment le signe frériste actuel qui permet, c'est un signe de ralliement. À Charleroi, nous sommes donc bien au bon endroit pour prendre connaissance du genre de discours que les frères musulmans diffusent. Pendant tout le week-end, une série de conférences sont proposées au public de la Muslim Expo. Parmi les orateurs, Nabil Ennasri, proche des frères musulmans, disciple de Youssouf al-Qaradawi. Au cœur de sa conférence du jour, l'islamophobie et une attaque en règle de la laïcité et de la presse. Mais je vais essayer de cibler mon intervention sur un défi en particulier, qui est le défi de l'islamophobie, puisqu'il est au croisement de pas mal d'éléments. On a été jusqu'à instrumentaliser la laïcité pour la dénaturer, la falsifier et en faire un instrument de stigmatisation des droits des musulmans. Et bien ça devient rentable, malheureusement, de taper sur les musulmans. Ce qui fait que vous allez avoir une succession de une dans Le Point, l'Express, Marianne, qui fait que certains ont intérêt à exploiter cette peur à des fins financières.
Pour les experts, ce genre de discours est typique de la rhétorique des frères musulmans. Si le racisme anti-musulman est une réalité qu'il faut combattre, le concept d'islamophobie serait récupéré et instrumentalisé par les islamistes pour empêcher toute critique de l'islam. À travers cette revendication ou cette lutte contre l'islamophobie, il y a l'idée que l'islam ne peut pas être attaqué. L'islamophobie est une arme contre les non-musulmans qui critiqueraient l'islam, c'est aussi une arme contre ceux des musulmans dont ils ont le sentiment qu'ils ont une interprétation erronée de l'islam, c'est-à-dire une interprétation qui n'est pas la leur. Aux côtés de Nabil El-Nasri, une représentante du CCIB, le collectif contre l'islamophobie en Belgique. Nous avons contacté ce collectif pour leur demander s'ils instrumentalisent l'islamophobie pour empêcher la critique de l'islam. Agib El-Hajaji, fondateur et porte-parole du collectif, a accepté de répondre, tout en précisant qu'il n'a rien à voir avec les frères musulmans. On ne fait pas de lien entre la critique de l'islam, qui est quelque chose de tout à fait autorisé, légitime, et c'est même des choses qui se font dans notre société, et puis ce qui relève du champ de l'antiracisme, qui ça est véritablement condamnable, et pour lequel, il est vrai, nous estimons aujourd'hui que la Belgique ne fait pas suffisamment. Pourtant, sur le profil Facebook du CCIB, nous avons trouvé ce post. Comment construire l'islamophobie ? Sur la photo, des livres traitant de terrorisme, de djihadisme, le livre de Mohamed Louisi ou celui de Nicolas Hénin, ce journaliste français retenu en otage par l'État islamique. Pour le CCIB, dénoncer le terrorisme pousserait donc à l'islamophobie. On a vu ces dernières années l'émergence de toute une série d'ouvrages qui parfois n'ont pas d'expertise mais relèvent plus du témoignage personnel et qui viennent alimenter une thèse selon laquelle l'islam pose problème en Belgique. Sur les livres, dire que le livre de Mohamed Louisi contribue à la construction du problème. Écoutez, je ne pense pas que c'est que ce livre-là, mais il y a quand même une panoplie d'ouvrages. Ça voudrait dire que quoi, ces gens-là ne peuvent plus écrire ces livres-là? Non, écoutez. Donc là, ma réponse est claire. C'est leur liberté d'écrire ces livres, c'est notre liberté de pouvoir émettre aussi un commentaire en disant clairement que derrière ces livres, il y a aussi une certaine idéologie. Depuis cette interview, le CCIB a retiré le post de sa page Facebook. Mais avec ce genre d'argumentaire, on alimente forcément une certaine victimisation. C'est clair que les frères ont toujours surfé justement sur ce qu'on appelle l'islamophobie maintenant, et justement qui leur permet de dire, vous voyez à quel point cette société est contre l'islam, donc il faut faire bloc. Ça permet justement de bien être fragmenté. Et voilà, une société qui ne nous aime pas, eh bien il y a eux, il y a nous. Eux et nous. C'est déjà sur ce même ressort que les frères musulmans s'étaient positionnés dès la fin des années 80 sur le port du voile dans les écoles en Belgique ou en France. Un débat houleux et passionné auquel Farid Abdelkrim a largement participé dans les débats télévisés. Écoutez, moi je ne vais pas aller à l'encontre de choix faits par des jeunes filles. C'est ça la République, c'est ça notre pays. Alors j'entends ici des gens s'insurger au nom de la République, au nom de cette dite laïcité, pour dire non, vous êtes complètement à côté de vos pompes, vous les musulmans, vous devez enlever votre voile. Aujourd'hui, il revient sur son combat de frères musulmans. La question du hijab, au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol. J'ai raconté des conneries. Je me suis comporté parfois, excusez-moi l'expression, comme un connard. L'admettre, c'est pas dire que je le suis, c'est admettre qu'à un moment donné, l'erreur est humaine. Eh ben non, chez les frères musulmans, cette erreur-là, on ne veut pas en parler. C'est pas un truc fondamental pour être un bon musulman ou une bonne musulmane. Donc toutes ces questions-là, une fois qu'on les enlève, qu'on enlève la question de l'islamophobie, de la Palestine, du hijab, qu'est-ce qui reste? Il reste pratiquement plus rien. Le port du hijab, la non-mixité dans les piscines ou le halal dans les cantines scolaires, autant d'affirmations identitaires portées entre autres par les frères musulmans. Sur ce folder distribué par la Ligue des musulmans de Belgique, la mission est claire. Préserver l'identité musulmane.
Il y a besoin, si vous voulez, lorsqu'on est dans une sorte de perte de l'évidence religieuse, où rien ne vous renvoie finalement à l'islam, de développer des signes islamiques ostentatoires qui permettent de vous rattacher à cette identité islamique. Or, lorsqu'on gratte un petit peu, que ce soit en Belgique ou en France, à chaque fois que les frères musulmans ont tenté d'introduire un rapport de force avec les pouvoirs publics, ils ont systématiquement perdu. En France, ils ont perdu en 2004. Une loi a été votée interdisant tout signe religieux dans les écoles publiques. Chez nous, des propositions parlementaires concernant les signes convictionnels ont été déposées et font débat. Le port du foulard, là, ce que vous avez sur la tête, parce que c'est ça, c'est une liberté individuelle que vous exercez, ça ne peut pas être lié à un signe convictionnel. C'est ça que vous dites? Je dis que peu importe, quand bien même c'est un signe convictionnel, que ce soit pour des raisons culturelles, religieuses, aujourd'hui la Constitution le garantit. Parce que moi j'ai juste peur que pour lutter contre les extrémismes, on en vient finalement proposer une laïcité qui est presque une laïcité laïciste et, excusez-moi le terme, extrémiste. Pour défendre le port du hijab et attaquer la laïcité, encore le CCIB, représenté cette fois par Farida Tahar. Cette jeune femme est également conseillère communale à Molenbeek. Élue sur la liste de Philippe Moureau en 2012. Elle se défend de toute proximité avec les frères musulmans. Pourtant, elle a étudié les sciences islamiques ici, à l'Académie Al-Khayriya Belgica, où de nombreux conférenciers frères musulmans sont régulièrement invités. Quelle influence cette formation a-t-elle sur son engagement politique? Haji Belhajaji, le porte-parole du CCIB, qui nie lui aussi tout lien avec les frères musulmans, a défendu les mêmes causes que Farida Tahar, mais à Verviers. En 2012, il y était conseiller communal CDH quand il a soutenu une jeune femme qui tenait à figurer sur la liste avec son voile. Une position qui lui a valu son exclusion. Marc Elzen, tête de liste à l'époque, se souvient. J'ai vraiment ressenti qu'il y avait une volonté de faire primer, je dirais, la représentation de la communauté au-delà de l'intérêt politique global. Évidemment, j'avais vraiment le sentiment que c'était devenu un combat en soi d'avoir la première élue porteuse du foulard dans une enceinte communale. Voilà, ça me paraît quand même pas être un but en soi. Je dirais c'est même suspect que l'on puisse prendre ça comme un but en soi, si vous voulez. Depuis, Haji Belhajaji a rejoint Écolo, un parti qui défend ce qui peut ressembler à des accommodements raisonnables. Une notion avec laquelle le CDH a aujourd'hui pris de la distance. J'estime qu'à travers les accommodements raisonnables, il y a effectivement un effet pervers. Ça peut aussi renforcer une forme de repli. Moi, j'ai toujours été partisan de la prise en compte de la diversité, mais cultiver la diversité, pour moi, ça va à l'encontre de l'objectif de cohésion sociale. Farida Tahar et Haji Belhajaji portent-ils volontairement, ou malgré eux, le projet politique des frères musulmans? Quelles conséquences les revendications identitaires ont-elles sur notre vivre ensemble? Ça a comme conséquence une communautarisation sans précédent des communautés musulmanes qui, peu ou prou, se séparent de la communauté nationale. Et ça, c'est terrible. Vous avez le sentiment que vous êtes peut-être belge de naissance ou de naturalisation, mais que votre identité islamique vous empêche de vous sentir pleinement citoyen à la Belgique, de vous sentir pleinement citoyen européen. Les discours communautaristes qui divisent, certains les dénoncent depuis des années, comme Hamid Benichou et Khalil Zegendi. Aujourd'hui, ces deux citoyens bruxellois se sont engagés à combattre l'islamisme dans notre pays avec un collectif et une ASBL. À un moment donné, je suis désolé, hein, il faut taper sur la table et dire non. Le voile dans la fonction publique, non. Le voile à la police, non. Le voile sapeur-pompier, non. Pourquoi vous mettez à chaque fois votre musulmanité en face de ma tranche? Pourquoi? Attends, mais moi, j'ai pas envie de vivre dans un État musulman. Moi, je suis pas en Arabie Saoudite ici. Nous avons assisté en spectateur à tout cela. Et je pense qu'aujourd'hui, la bataille se présente vraiment très inégale. Mais on ne doit pas laisser tomber les bras. Les pouvoirs publics commencent petit à petit à en prendre conscience aujourd'hui. Mais il va falloir quand même leur donner des outils pour qu'ils puissent comprendre qui est derrière tout cela.
Les frères musulmans, ils ne sont pas bêtes, hein, c'est des gens très intelligents. Ils ont profité de la faille de la neutralité pour revendiquer tout ça. L'ambition de ces deux citoyens, promouvoir un islam de Belgique en proposant une alternative au discours islamiste. On veut l'islam de Belgique pour le protéger de ces gens. Donc pour moi, l'islam de Belgique, c'est clair, net, précis, adhésion aux lois et aux valeurs universelles. La loi, c'est le code pénal, le code civil. Terminé. Mais il n'y a pas une adhésion à une idéologie politique, qu'elle soit islamiste ou pas. Ça, non, c'est la loi de l'humain qui prime sur la foi. Clair, c'est net, c'est précis. Nous avons des rendez-vous qui se dessinent maintenant avec des hommes politiques, des parlementaires, des ministres, etc. Maintenant, pour pouvoir vraiment dialoguer, je dirais, face à face, pour essayer maintenant de mettre des projets rivaux à ceux des frères musulmans en place et pour essayer maintenant d'asseoir vraiment, concrètement, nos projets sur le terrain musulman de Belgique. Un combat de David contre Goliath. Le discours des frères musulmans est très largement diffusé à travers un réseau d'associations, mais aussi sur Internet ou sur des chaînes satellitaires comme Al Jazeera. Leur plus séduisant ambassadeur, le controversé Tariq Ramadan, chouchou des médias, est aujourd'hui attendu à Bruxelles. Il est l'un des invités d'un cycle de conférences débats organisé par l'ULB, la RTBF et le journal Le Soir. Aussi bien les pouvoirs publics, certains médias que le monde académique maintenant est complètement envoûté par les frères musulmans en Europe et par Tariq Ramadan en particulier. Certains médias en tout cas ont joué un rôle non négligeable dans la normalisation du discours de Tariq Ramadan et de sa présence. Tariq Ramadan est un prédicateur controversé à cause de ses liens supposés avec les frères musulmans. Souvent accusé de tenir un double discours, il est proche de Youssouf Al-Qaradawi, avec lequel il siège au sein de l'Union mondiale des savants musulmans, un organisme frériste. Ce jour-là, Tariq Ramadan aura de la contradiction. Face à deux laïcs, l'échange sera animé. Après la conférence, Tariq Ramadan, petit-fils du fondateur des frères musulmans, Hassan al-Banna, accepte de répondre à nos questions sur ses liens avec la confrérie. Vous voyez qu'il y a des éléments avec lesquels que je partage. Moi, je ne veux pas les diaboliser. Je ne veux pas qu'on dise, par exemple, je n'admets pas historiquement qu'on dise les frères musulmans, ce sont des violents et des extrémistes. Je veux qu'on les confronte d'idée à idée. Je n'ai jamais été des frères musulmans. Je suis le petit-fils du fondateur. Je ne suis pas des frères musulmans. Tariq Ramadan n'a pas prêté allégeance à la confrérie, mais ses liens et sa proximité avec leur idéologie ne font aucun doute, contrairement à ce qu'il tente de nous faire croire. Il s'est beaucoup reproché de cette mouvance récemment. Il était régulièrement à Doha sur la chaîne Al Jazeera, dirigé par le frère musulman Youssef Al-Qaradawi. Et donc, de ce point de vue-là, il est assez présent dans cet univers, mais il le traduit dans un langage beaucoup plus soft, beaucoup plus acceptable. Plutôt que de reconnaître ses liens avec les frères musulmans, Tariq Ramadan préfère se présenter comme un réformiste. J'expliquais dans un texte spécialisé que j'étais de la tradition réformiste salafi. Et le mot salafi est devenu très connoté négativement maintenant, mais j'en parlais déjà il y a 20 ans. Salafi, ça veut dire quoi? Qui revient à l'origine. Mais pour moi, c'était revenir à l'origine pour retrouver l'énergie créatrice, vigoureuse, libre de l'origine. En se présentant comme un réformiste, Tariq Ramadan apparaît erronément comme quelqu'un qui veut adapter l'islam au monde moderne. On parle de modernité, on parle de réforme, mais on ne touche pas au squelette de l'islamisme. Il le dit clairement, on ne va pas changer les textes en fonction de la réalité, mais on va changer la réalité en fonction des textes. Donc, où est le réformisme dans tout ça? Je reste pantois. Une semaine plus tard, nouvelle performance de Tariq Ramadan à la foire musulmane de Charleroi. Devant un public conquis et nombreux, avec au premier rang l'ancien bourgmestre de Molenbeek,
Tariq Ramadan va, comme il le fait depuis 20 ans, parler de citoyenneté et d'ouverture, mais en insistant sur l'importance de cultiver la différence. Chez un certain nombre de Belges de confession musulmane, le fait que de s'ouvrir, ça se fait au risque de se perdre. Il faut faire attention. S'ouvrir n'est pas se perdre. J'ai trop vu de gens qui, dans l'ouverture, oubliaient leur mémoire. Ils veulent tellement être acceptés que c'est pas même d'être intégrés, c'est ce que moi j'appelle des désintégrés. Ça veut dire à un moment donné s'assumer, assumer son identité. Et même dans la langue, il y a des complexes. On a une condition avec des gens qui ne sont pas de leur confession, ils disent bonjour et pas salam alaikum. Pourquoi est-ce que tu apportes de ta langue? Pourquoi est-ce qu'on est en train de détruire la langue arabe? Appeler à la citoyenneté en nourrissant un sentiment de perte d'identité. Revendiquer le voile, le halal, la non-mixité. Ces discours clivants qui poussent au communautarisme, au repli sur soi, n'ont-ils pas contribué en partie à préparer le terrain aux recruteurs salafistes djihadistes? Daesh aujourd'hui récolte les fruits d'un travail qui en partie a été fait pendant des années par les frères musulmans. Les frères, aujourd'hui, si on doit regarder le bilan de ces 30 dernières années, ben oui, ils ont participé à mettre le feu à la plaine. Et maintenant, ça devient très, très difficile à gérer. Historiquement, la prise de conscience de la communauté musulmane par elle-même, de son identité, des choses qu'elle doit défendre, des conflits qu'elle doit éventuellement entretenir, ça c'est parallèle à l'installation des frères musulmans en Belgique, et en particulier à Molenbeek et à Verviers. Aujourd'hui, ce sont surtout les salafistes qui occupent le terrain chez nous et qui sont montrés du doigt pour leur rôle dans la montée du radicalisme. Les frères musulmans n'aiment pas y être associés. Pourtant, le 13 juin 2013, lors d'une grande réunion au Caire, en Égypte, frères musulmans du monde entier et salafistes ont signé ensemble un appel au djihad en Syrie, un appel à la résistance au régime de Bachar el-Assad. وجوب الجهاد لنصرة إخواننا في سوريا. بالنفس والمال والسلاح وكل أنواع الجهاد والنصرة. استنكار تصنيف واتهام بعض فصائل الثورة الإسلامية بالإرهاب في الوقت الذي يغض الطرف فيه عن الجرائم الإنسانية للنظام السوري وحلفائه. Ce rassemblement-là a donné une légitimité religieuse au départ en Syrie. On ne peut pas dire que l'impact est total, mais on ne peut pas le nier non plus. Après avoir clairement contribué à polluer le climat, après avoir attisé le communautarisme, après avoir appelé au djihad, les frères musulmans condamnent aujourd'hui avec force les terribles attentats qui ont touché Paris ou Bruxelles. Mais ces condamnations ne suffisent pas à rassurer tout le monde. Dans certains pays, les responsables politiques ont affirmé officiellement la dangerosité de l'organisation. C'est le cas par exemple en Grande-Bretagne, où David Cameron estime qu'adhérer à cette idéologie est un signe d'extrémisme. Aux États-Unis, il existe une proposition de loi pour inscrire les frères musulmans sur la liste des organisations terroristes. Chez nous, rien d'officiel, mais certains s'interrogent. Nous allons demander au ministre de l'Intérieur de faire produire un rapport non pas sur le radicalisme, mais sur les courants qui alimentent le radicalisme, et ce radicalisme qui alimente le terrorisme, on le sait, et sur le courant salafiste et le courant des frères musulmans en particulier. Nous souhaitons en effet objectiver davantage la situation. C'est un groupe radical dangereux. Objectiver, être vigilant, ne pas laisser le champ libre au radicalisme, des défis qu'il faudra relever sans faire d'amalgame. Je pense qu'on est allé d'erreur en erreur dans le dialogue qu'on a avec eux depuis en gros les années 80. Et on a péché par naïveté et par ignorance. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, je ne sais pas, bon déjà il y a quand même des mesures de bon sens.
Je pense qu'on ne peut pas laisser aux gens qui ont inventé l'islam politique, qui ont inventé l'idée même du djihadisme, cette vision extrêmement obscurantiste, paranoïaque, raciste, qui s'exprime au sein des frères musulmans, on ne peut pas leur confier la formation des imams. Celui qui ne sait pas et celui qui ne veut pas savoir. Voilà. Je crois que... Je dirais pas il est trop tard. Il est un peu tard. Mais enfin, il y a encore beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, Mohamed Louisi écrit une nouvelle page de sa vie. Il a quitté l'islamisme, mais pas l'islam. Il revendique un islam apolitique et surtout lance un appel aux frères musulmans. Pour lui, la première chose qu'ils doivent faire, c'est une vraie réforme. Les frères musulmans aujourd'hui sont appelés avec tout ce qui se passe, que ce soit à l'échelle internationale, que ce soit à l'échelle européenne et française, avec tous ces attentats, etc. Il y a un travail qui doit être fait. Mais tant que la racine idéologique de la violence n'est pas traitée, on ne peut pas dire qu'on est différent des djihadistes, parce qu'on a la même matrice idéologique qui alimente tout ça. Un travail d'envergure sur les textes, nécessaires, mais qui devra s'accompagner d'une clarification, d'une transparence sur les objectifs réels, à court et à long terme, des frères musulmans pour nos sociétés démocratiques. Catherine Lorsignol, bonsoir. Alors on l'a dit en commençant cette émission, le sujet n'était pas simple à traiter. Et tout d'abord, bien parce que beaucoup de portes se sont fermées, vous n'avez pas eu énormément d'interlocuteurs. Oui, la première difficulté, c'est qu'on s'intéresse à justement une organisation secrète. Les frères musulmans n'aiment pas s'afficher, n'aiment pas dire qu'ils sont frères musulmans. Et même quand on a des preuves et que c'est une évidence, ils continuent à le nier. Donc ça n'a déjà pas été... C'était une première difficulté. On a rencontré quand même un vrai frère musulman qui le reconnaissait, le revendiquait, mais il n'a pas accepté quand même d'apparaître et de donner une interview. L'autre difficulté, c'est que quand vous vous intéressez à cette organisation, que vous osez la critiquer ou remettre en cause certains aspects de leur idéologie, eh bien, les frères musulmans ne se laissent pas faire et attaquent assez facilement en justice. C'est ce qui est arrivé à Mohamed Louisi, qu'on voit dans le reportage, et qui écrit régulièrement sur un blog pour dénoncer les dangers de leur idéologie. Il est régulièrement attaqué. On sent bien que la stratégie, c'est de l'affaiblir financièrement pour finalement le faire taire. Alors vous avez osé vous intéresser aux frères musulmans, les analyser, les critiquer, même parfois. Mais comment vous avez fait pour ne pas tomber dans le piège de l'amalgame? On sait qu'aujourd'hui, l'amalgame fait encore plus de dégâts aujourd'hui qu'hier. Alors vous, Catherine, comment vous n'êtes pas tombée dans ce piège? Alors, pour moi, il n'y avait vraiment aucun amalgame à faire. On ne s'intéressait pas, on n'attaque pas une religion dans ce sujet. Ce qui nous intéressait, c'était la dimension politique de cette organisation. C'est l'islamisme qu'on a questionné, cette idéologie totalitaire qui veut imposer une organisation de la vie complètement régie par l'islam. En tout cas, c'est le programme politique du fondateur Hassan al-Banna. C'est ça qui nous intéressait. Et ce qui nous intéresse aussi en Belgique, ici, on a une liberté de pensée, une liberté d'expression. Donc, les frères musulmans auraient aussi le droit d'exprimer leurs idées, mais ils ne le font pas. Et ce qui serait intéressant dans une société démocratique comme la nôtre, c'est que justement, ils sortent du bois et qu'on puisse avoir un débat d'idées avec eux. Alors, on l'entend dans votre enquête, peut-être faut-il encore le répéter, la majorité des musulmans s'exprime clairement pour un islam de Belgique qui respecte d'abord les lois belges. Bien sûr, on a vraiment affaire à une minorité. On parle de 80 à 100 personnes en Belgique qui auraient prêté allégeance à la confrérie. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que 80 ou 100. Ce qui est aussi compliqué dans cette organisation, c'est qu'il n'y a pas vraiment une carte de membres. Vous pouvez être considéré comme frère musulman ou en tout cas proche de leurs idées, porter leurs projets, parfois consciemment, parfois même inconsciemment, en fréquentant certaines ASBL au sein desquelles, dans le conseil d'administration, il y a 1 ou 2 frères musulmans qui a prêté allégeance, et d'autres membres qui ne se rendent même pas compte réellement qu'ils fréquentent une association qui est finalement dirigée ou fondée par des frères musulmans. Et donc ça complique aussi les choses. Mais en tout cas, cette minorité a pour ambition, on le voit de plus en plus clairement, de se positionner comme interlocuteur des autorités. Et c'est ça qui est gênant. C'est une espèce de minorité agissante au nom d'une majorité silencieuse, bien qu'aujourd'hui, on le voit aussi dans notre reportage, cette majorité silencieuse, elle en a aussi marre de ces discours
figures-là et prend la parole pour les dénoncer aussi. Ceci dit, quand on regarde votre enquête, c'est vrai qu'on oscille entre deux impressions. On se dit, bon, les frères musulmans, c'est vrai, ils sont minoritaires, ils n'arriveront pas à pénétrer les rouages de nos institutions, mais on entend aussi que quelque part, ils ont préparé le terrain des recruteurs syriens, et là, c'est plus inquiétant. Oui, le danger immédiat, évidemment, ce n'est pas que demain s'instaure un califat en Belgique, on n'en est pas là. Le danger, c'est ces discours qui poussent au communautarisme, au repli sur soi et qui donc finalement préparent les esprits à des recruteurs plus radicaux et qui envoient nos jeunes en Syrie. Ce ne sont pas les frères musulmans qui envoient les jeunes en Syrie, mais leur discours contribue en tout cas à préparer les esprits, à préparer une rupture dans l'esprit des personnes. Pour se prémunir des radicaux et des djihadistes, il faudrait peut-être plutôt mettre l'accent sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous divise. Les frères musulmans font l'inverse, tout en nous parlant de citoyenneté. Le danger immédiat, il est là. Merci beaucoup Catherine. Je tiens à préciser avant de terminer cette émission qu'un autre de vos sujets sur les racines du radicalisme est intitulé « Djihadistes désamorcer la bombe » est actuellement nominé pour le prix de la presse 2016 et que vous pouvez revoir ce document en allant faire un petit tour sur notre page Facebook. Merci Catherine et puis merci à vous d'avoir été des nôtres et on se retrouve le mois prochain pour de nouveaux